Nouvelle 17. Amour florissante. Des flashs crépitent encore dans ma mémoire. Ils font tic-tac à chaque retour de notre printemps. Ils font tic-tac, toc-toc, encore fortement quand je suis loin de ce pays. Des images récurrentes se figent, claires, joyeuses, floues, tristes. Elles se bousculent dans la pellicule du film de mes souvenirs, mais je finis par n'en visualiser que les plus tendres et lumineuses, comme le soleil en train de frapper mes yeux un matin fort avancé. En cette matinée, allant en s'évanouissant, un beau soleil, fidèle au poste, éblouissant ma vue, avait déjà gratifié notre cité de ses doux rayons. En parallèle, il dissipait la brume légère de la matinée très avancée. En cette lointaine heure, à l'approche de midi, je sortais de l'école Aguemade, dont le premier nom, Tazeka, avait changé 6 mois plus tôt. Il devait être plus de 11h30. Je me dirigeais chez ma grand-mère pour déjeuner, et sans la prévenir. Les vieilles, sur le seuil des maisons, me disaient bonjour. Elles voulaient savoir si j'étais le fils de telle fille. Elles insistaient pour s'assurer que cette fille naquit de la mère d'un tel ou d'une telle. Puis elles remettaient une couche de curiosité sur l'adresse de la maison de mes grands-parents. Quartier d'en haut, quartier d'en bas. Elles prenaient leur bain doux de soleil quotidien. Elles bavardaient de seuil de maison à seuil de maison. Elles s'interpellaient de balcon à balcon. Elles égrenaient en douce le chapelet de leur dernier jour. De leur dernier jour, d'une vie digne d'être portée sur le grand écran ou racontée dans un roman de grandes figures historiques. Radieuse, la matinée déclinait. Ma grand-mère, mes tantes et mes oncles m'accueillaient. Ils me déroulaient un tapis rouge, si j'ose ainsi dire. Ils me dressaient une haie d'honneur. Je ne sais la vraie raison. Ils m'ont toujours accueilli comme l'enfant prodigue, de retour parmi les siens, après une longue douloureuse absence. Serait-ce dû au voyage récurrent de mes parents ? En tout cas, cette marque d'affection me touchait beaucoup, moi, UU. Du coup, et pour rendre la monnaie de cette bienveillance jamais démentie pendant plus de 10 ans, je tenais à les en remercier. Je leur faisais montre de ma totale reconnaissance par mon sérieux à récolter le maximum de bonnes notes. Je gardais cette persévérance dans toutes les matières. Enfant prodigue, dis-je, je ne prétends nullement être Ulysse, ou bien quelque héros de légende ou bien de conte comme le prince heureux. En plus des joies de UU au cours de ses années au primaire, au collège et au lycée, il toucherait à d'autres joies, qualifiées de joies supérieures dans son journal de Paris, écrit 20 ans après. J'adore parler de moi à la troisième personne en invoquant mon avatar actuel sur les médias sociaux. Justement, il est en train de le relire, ce journal. Les yeux hagards, il tombe sur une page écrite du temps de son fol amour pour la Ziza. Bien sûr, un goût d'inachevé marquera cet épisode, parce que le destin les a séparés. En effet, lui qui a quitté la terre natale, Laïsa, lui a quitté la terre natale, la Ziza y est encore. Et dans cette page de son journal, il a tenté de l'imaginer chez elle un jour de printemps. Comme la jeunesse se fait trop de films. Et comme l'amour rend aveugle, n'importe, lisons. Les cerisiers fleurissaient, les marguerites jaunes ou blanches couvraient les champs.
Les oiseaux chantaient, les prés, couverts de trèfle à perte de vue, communiaient avec ce tableau pittoresque, sous un magnifique ciel bleu. La nature effectuait sa mue nuptiale, des noces saisonnières, si j'ose dire. La Ziza, ma belle, accueillait ce renouveau champêtre, doté d'un enthousiasme joyeux, après un rude hiver. Neige, vent, orage, tonnerre, inondations, éboulements. Sans oublier les attentats pâtissiers à répétition. Adieu la grêle, la pluie, le froid, bonjour le soleil, le ciel bleu et la brise légère des soirées et matinées printanières. Des soirées et matinées printanières. Bonjour les hirondelles en jupe courte. La Ziza, à partir de leur jardin, se rendait bien compte de sa chance d'être entourée par des paysages splendides. À partir du jardin, se rendait bien compte de sa chance d'être entourée par des paysages splendides. Mais une tache très sombre s'affichait au tableau, une moche confusion sécuritaire, politique, incertaine. À ce sujet, des analystes avertis, reconnus pour leur franchise, attiraient l'attention de l'opinion publique internationale ou nationale. Ils relevaient un risque. Ces attentats pâtissiers, inoffensifs à présent, pourraient dans un futur proche se transformer en violence mondialisée. De fil en aiguille, la Ziza et moi, refusions cette terrifiante issue. À chaque fois que ce risque était évoqué, nous levions les yeux vers le ciel pour réciter une sorte de prière, afin de conjurer le mauvais sort en ces termes. Guillemets. Que l'on continue à jeter de la pâtisserie sur les maires, les ministres et les généraux, soit, mais des grenades, des voitures piégées, non. Fin de guillemets. Pour le moment, la Ziza et moi, Alors, la Ziza et moi, n'y songions pas. Toutefois, nous tentions de comprendre la source de nos communs malheurs et de ce chaos. À la Ziza d'allumer une première mèche. C'est la faute des maires corrompus. Mais le peuple s'est trop laissé faire. J'ai mal à la tête. La politique me dépasse. Parlons de nos amours florissantes. Nouvelle 18. Gauloises anglaises. À l'entendre se plaindre à Maclouf de son prénom de baptême, Carla, cette américaine, regrette le rejet qu'elle essuie des gens du quartier des Abbesses. La raison, elle ne maîtrise pas la langue française, et les Français et les Françaises moquent ses erreurs et son accent. Ils refusent quand elle les invite chez elle. Personne n'a osé l'inviter. Oui, elle s'en est plaint auprès de Mac, avec des trémolos près des larmes. Elle pense pouvoir s'intégrer davantage chez nous, mais son français bien élémentaire se dresse, comme un mur infranchissable. Mac avait souri. « Tu parles de mur ? Eh bien, j'ai écrit une pièce de théâtre en ce sens. Ça tombe bien, puisque c'est rédigé en anglais. Je serai heureux de recueillir ton avis. Demain, je pourrai te l'apporter. Elle est publiée à titre indépendant. Bridges and Walls. Ce théâtre, Carla, ravie, sans hésiter, accepta, 2 semaines plus tard, de le lire, avec l'œil de la lectrice possédant l'anglais comme langue maternelle. Mac.
Depuis 20 ans, il écrit en moyenne un livre par année. Il a essayé tous les genres. Récemment, il a écrit une pièce de théâtre courte et dense, en anglais qui plus est. À force d'essuyer des refus des éditeurs de Paris, Alger, Genève, Bruxelles, Arles, Tunis, Montréal, Tizi, Dakar, Tanger, Beyrouth et d'autres villes francophones, il s'est alors tourné vers la langue anglaise. Comme il serait soulagé si Carla comme il sera soulagé si Carla accepte, comme il serait soulagé si Carla acceptait de traduire, en plus de ce théâtre, acceptait de traduire le premier roman de Mac. Vite, il se rend compte de l'impossibilité de ce projet. Pourquoi ? Parce que mademoiselle Carla ne maîtrise pas le français. Mais elle devrait quand même avoir des amis maîtrisant les deux langues, non ? Mais Mac pense à les traduire lui-même. De bons outils logiciels existent, gratuits. Aussitôt, il ouvre son livre chéri. Il a marqué les pages à traduire, de façon automatique dans un premier temps. Une fois la traduction faite, il les enverra à Carla. Elle corrigera le résidu d'erreur issu d'un travail réalisé par un outil logiciel. En effet, les outils informatiques, loin d'être parfaits, requièrent une intervention humaine. Et voici les pages élues par Mac. Toujours en page 3, il évoquait un après-midi. En allant dispenser son cours de théâtre, il ne voulait pas croiser sa fée, Petite Fleur. Pourquoi la fuir ? Il avait peur de recevoir ses foudres devant les passants. Il craignait de ne pouvoir lui présenter des excuses. Quelles excuses donc ? En fait, Mac avait récemment sali les chaussures de sa fée parce qu'elle l'avait agacé. Revenons à ces lettres non envoyées. Devait-il garder tout pour lui ? Comme secret personnel ? Parfois, il se disait fou. Mais il était fier. Il ne s'en cachait pas de la hantise de la personne de sa fée dans ses pensées. Il ne s'en cachait pas. Sa fée le hantait. Jour et nuit. En un mot, il n'avait pas honte d'être amoureux et d'en souffrir. Il refusait d'être un robot au cœur de fer, insensible. Cet après-midi de la page 3, Mac, en dispensant son cours, fut accueilli par des étudiantes de plus en plus coquines dans leur tenue. Elles avaient des façons salaces. Elles le regardaient de façon salace à chaque fois que l'une d'elles le sollicitait pour structurer le scénario d'un exercice ardu, surtout Jorah. Comment expliquait-il tout ça en son fort intérieur ? Que lisait-il à travers leur comportement et leurs yeux ? Elles le faisaient tant rougir. Après tout, elles avaient leur liberté. N'était-il pas ? Il n'était que leur enseignant de théâtre. Attention aux abus. Timide, Mac, oui. À 26 ans,
Lui, l'étudiant barbon, il persistait à cultiver une pudeur virginale ridicule. J'aurais profité de la situation à sa place. Lui refusait de mêler vie privée et vie publique. Mais il aurait payé tout l'or du monde pour renouer le contact avec Johanuk Asva, son camarade, tantôt moustachu, tantôt barbu, ou le vétéran respecté de la faculté des sciences, et même de tous les campus. Dans sa page 5, il évoqua un jour mémorable. Ce jour-là, j'avais présenté Mac à Johanuk. Ce dernier, quoique brillant, redoublait l'année. Sur son relevé de notes, la scolarité avait mis cette mention « défaillant ». Cet échec venait de turbulences familiales. Complices pendant 4 années, ils avaient eu à subir l'instabilité mouvementée politique de leur pays pris en otage par des charlatans de tous bords. Ces derniers détournaient l'opinion publique des sujets régaliens. Par exemple, jamais ils ne se souciaient des conditions difficiles des étudiants. En effet, nous affrontions ceux-ci affrontaient les frustrations les plus inimaginables. Ces charlatans fermaient les yeux devant les aspirations des étudiants. Ils montraient une oreille sourde à leurs droits les plus fondamentaux, avoir plus d'ordinateurs et de livres dans les bibliothèques, et aussi l'attribution d'un salaire décent pour les professeurs. Aux professeurs. À la résidence U, Mac et Johanuk Asva avaient partagé des moments tantôt clairs, tantôt sombres. Ils partageaient le même plaisir des livres, du jeu de mots, de la belote et de la course à pied. Comme ils étaient tous deux timides et sans copine, du moins sur le campus. Et de la course à pied, comme ils étaient tous deux timides et sans copine, du moins sur le campus. Asva, marié dès l'âge de 18 ans, était déjà père d'une petite Betty, adorable, mais atteinte d'un trouble du langage à la naissance. L'orthophoniste n'avait rien pu faire. Cette maladie, ce trouble, le contraignit à abandonner le campus pendant 2 ans. Par cet abandon, il put ainsi assister son épouse, inconsolable. En 4e année, l'impensable se produisit. Ce vétéran, souvent à la tête des grèves, ce père de famille, brave, courageux, se révéla être un espion de la police secrète. Cette trahison brisa Mac. Et le drame, il jouait l'espion pour quelques cartouches de cigarettes de la marque tant rêvée, la marque Winston. À suivre la rumeur publique, certains espions recevaient un salaire en cachette, de l'argent sale, puisé dans des caisses noires, argent non comptabilisé dans les finances du trésor public de notre beau pays, pratique apparemment fort répandue dans le monde entier. Cessons de voir notre pays comme le dernier de la classe, comme le pays le plus corrompu du cosmos. L'herbe est loin d'être plus verte ailleurs. Fumons une cigarette de la marque étrangère gauloise, ou une Safi, ou une cigarette électronique, et calmons le jeu. Nouvelle 19. Cigarettes et musique. Le festival de rock international eut lieu en Algérie l'été 1985. Il fit escale dans plusieurs villes comme Alger, Tipaza, Oran, Tizi, Bougie, Bouira, Annaba, Béchar,
Kenatsa, Batna, Constantine, etc. Des groupes du monde entier apportaient de la joie à la jeunesse algérienne. Lors des festivités dans la capitale, Alger, Zahir fit connaissance d'une guitariste américaine d'un groupe féministe nommé les Maîtresses de Marilyn, nom bien subversif, exposé dans un pays où les communautés LGBT ne pouvaient se montrer en public, ce qui serait le cas partout ailleurs dans le monde, paraît-il. Zahir connut Carla. Ils échangèrent leurs adresses postales respectives. Et pendant longtemps, Zahir rêva d'elle. Puis, il s'amouracha de son premier rayon de soleil dès sa première année de lycée. Une courte idylle qui tomba à l'eau dès que Zahir raconta à Zaya sa rencontre avec Carla. Zaya ou sa copine de lycée. Dès que Zahir raconta à Zaya sa rencontre avec Carla. Zaya ou sa copine de lycée. À chaque fois, le même échec le sonnait à cause de la même raison. Puis, une fois à l'université, il fit de belles rencontres. Puis, il prit le bateau de l'exil. Actuellement, il habite les hauteurs de Montmartre, rue des Abbesses. Avant le confinement, il fit connaissance d'une Américaine de 50 ans, Carla. Comme le monde est petit, c'est bel et bien la rockeuse du groupe, les maîtresses de Marilyn. Zahir ne dit rien à sa nouvelle amie. Quelques semaines plus tard, ayant identifié son adresse, il lui adresse son propre livre, dont la 4e de couverture montre sa photo du temps du Festival international de rock de l'été 1985, photo qu'il avait donnée à Carla comme tendre souvenir. Oui, tout lui revient maintenant. À la fin du concert, il l'avait abordée, en lui baisant la main gauche, puis il lui avait offert ce pins. Un pins à la louange de la liberté et un agenda à l'intérieur duquel il avait glissé sa photo récente et son adresse postale. 2 jours plus tard, le facteur, sur les hauteurs du quartier Montmartre, achemine le colis de Zahir à bon port. Immédiatement, une fois la porte refermée, derrière André, le postier de Martinique en pré-retraite, Carla ouvre le bouquin du colis. Elle tombe sur la page 7 qui est titrée « Le journal d'un lycéen ». Elle commence à lire les 2 premières parties, écrites en anglais, restituées en français. Partie 1. Mars, août, mars. Voilà la première page de mon journal de terminale. Je me désigne comme un narrateur universel qui ne raconte pas sa vie, ma vie à l'Asie, enfin ouvert à la pluralité démocratique, à la suite de la chute du mur de Berlin. Que donnera cette prochaine démocratie ? 26 février. Le vent souffle à emporter les maisons. Nous nous sentons perdus comme un explorateur sans boussole. Dehors, une obscurité règne. Attention aux cambrioleurs. En hiver, je déteste le tonnerre combiné au vent. Depuis vendredi, il vente à une vitesse de 80 km/h. Dans les villages voisins, il a engendré des victimes. La tempête passera. À quel prix ? 27 février. Au lycée, nous entamons les compositions du second trimestre. Hier, nous nous sommes frottés à la littérature classique et à la langue anglaise jusqu'à 12h30.
L'après-midi a été consacré aux maths. Aujourd'hui, les sciences naturelles en matinée et l'épreuve de philosophie en soirée ont animé ce 3e jour d'examen. Ont animé ce 3e jour d'examen. 28 février, il est 19h pile, je m'assois près du feu de bois de notre récente cheminée. Le vent souffle d'un ton rageur. Nos oreilles sont rivées à la radio. Nous guettons le journal de 19h30. Le titre de la une a fait retenir son souffle à la famille. Ce ne peut être vrai, ce que nous apprenons. Émus, nous rejoignons le jardin et allumons des bougies. Le vent les a éteintes toutes, à l'exception de 4. Une faible lueur résistante a tenu tête aux rafales violentes et à l'obscurité. Le journaliste, à la fois ému et triste, annonce la mort du linguiste anthropologue Mouloud Mameri, ou l'auteur de La colline oubliée. Le mécène de la grammaire du langage des fleurs aurait heurté un moche tronc d'arbre déraciné. La tempête fatale est passée, le prix consenti s'est avéré fort. Le 14 mars, en pleine claire journée de printemps, je prends mon stylo pour tester son plein pouvoir et m'assurer de ses services le jour du bac. Les yeux pleins de larmes, les cœurs envahis de chagrin, les consciences parfois meurtries de remords, les élèves de terminale, dis-je, après une année pleine de rebondissements, pour d'autres ce sont 2 ans à se gonfler, les élèves de terminale se diront les dernières phrases résumant ces années pleines d'amitié et de persévérance. Après le bac, chacun songera à son avenir. L'ère adulte effacera sans doute l'âge d'une adolescence insouciante. La vieillesse arrivera en pleine forme, sans frapper à la porte. Avant cette issue, croquons dans la vie. Le 16 juin. Rediffusion du mémorable succès de notre 11 national contre la RFA. J'ai revu la retransmission au café de la place du marché du jeudi à Tizine Terga, le quartier populaire de notre village. J'ai adoré les débordements du rouquin de Kouba, l'ailier gauche Salah Assad ou l'enfant de Fort National. J'ai adoré les buts de Madjer et du numéro 10, Lagdar Belloumi, ainsi que la vision de jeu de Mustapha Daleb et Alif Fergani. Un vrai bonheur. Et j'ai applaudi en compagnie de mes camarades de quartier, Anine Derbs, Karim Djoub, Ossine Bous, Tabu Sikt et Myriam. Le 22 juin. En ce début des vacances estivales, longues de 3 mois, les retransmissions des belles rencontres nous sont offertes par notre télévision nationale, la chaîne unique. Cette fois-ci, le maestro argentin est mis à l'honneur avec son but classé meilleur de toute l'histoire de la Coupe du monde de football. Maradona a passé en revue presque la totalité de l'équipe anglaise en ce quart de finale de 1986 au Mexique. Bien sûr, il a marqué un but de la main. J'ai vu le match chez Da Khalifa dans sa maison ouverte aux jeunes. Le 5 juillet. Je n'ai ni radio ni télé, faute d'électricité. Parfois, un journal me parvient. Il fait chaud. Ces dernières années, un manque flagrant en eau est à déplorer. Notre fontaine baisse d'année en année. La commune doit nous octroyer un budget pour la restaurer. Depuis mon enfance, 3 projets reviennent sur la langue des aînés. Petit A. Redessiner les bassins de la fontaine. Petit B. Ouvrir une piste carrossable sans gaspiller le moindre pouce de nos rares terres agricoles. Et petit C. Assainir la place du village. Nos efforts périodiques n'ont pas accompli de miracle en vain.
car nous avons adopté une politique de bricolage au lieu de sonner à la porte de la commune. Celle-ci doit s'impliquer, participer à l'embellie de notre cité et à son assainissement. Ce ne serait qu'à ce prix que nous restaurerions notre village, ce vestige du patrimoine mondial à réhabiliter. Nous sommes bien impatients d'élire le nouveau maire et son exécutif. Sur un autre plan, les épreuves du baccalauréat sont closes depuis 10 jours. Je serai sans aucun doute admis sans récolter la note complète en maths. J'ai raté l'exercice sur les nombres complexes. Une honte me tourmente, moi, le matheux. Vendredi 27 juillet. L'horloge de notre cour familiale affiche 15h40 pile. Allongé. À l'ombre, j'écoute la radio, une émission en direct des plages, distille des astuces contre les insolations et les noyades, le tout agrémenté de dédicaces musicales. On a diffusé à l'antenne les chansons de Slimane et Lounès, admis enfin après des années d'une censure qui a fait augmenter leur estime auprès des masses populaires. Tout le contraire de ce que les autorités avaient comploté. Samedi 28 juillet, il est 15h36. Moi, à l'ombre, sur une natte en raffia. La radio diffuse une émission en direct de la plage, Tixirt-sur-Mer, jadis la Romaine. Dans le dernier bulletin d'info, le président de la Fédération nationale de tennis promet une école communale à l'échelle nationale et une seconde piscine dans la ville du Genêt. Chez nous, les réformes tous azimuts soufflent depuis octobre pour voir être autorisé le multipartisme. Bonjour la démocratie. Le chef de l'État culmine à la tête des affaires depuis 10 ans. Notre équipe nationale disputera sa finale de handball pour la 5e fois de suite. Lundi 31 juillet. Il est midi. Jeudi, j'ai suivi le match de handball à la radio, sensationnel. Des sueurs froides ont coulé sur mon front. Le 8e trophée continental restera chez nous pour la 5e fois consécutive. Le bac a donné son verdict. Je suis admis, comme le petit et l'aube. Dorothée a obtenu le sésame d'entrée à la fac en candidate libre. Elle a cru courageusement en sa bonne étoile, prête à le repasser autant de fois que cela l'aurait nécessité. Monsieur Ahmed Medj, le prof de physique de 4e, disait bien et juste. Quand on veut, on peut. La persévérance paie toujours. 1er août. Ce matin, je tentais d'écrire une poésie moderne. Pour renouveler mon vocabulaire, j'ai consulté un dictionnaire, lequel énumère un large éventail de faits et de personnes et de situations modernes. Alors, j'ai appris la définition du serveur moderne, du vieux professeur moderne, de l'écolo moderne, de la droite moderne, de la gauche capitaliste moderne, du médecin moderne, de l'instituteur moderne, du retraité moderne, du rural civilisé moderne, du citadin moderne engagé, du parisien moderne, de l'algérois moderne, du russe moderne, de la russe moderne, de la française moderne, de la maman moderne, du footballeur moderne, de l'écrivain moderne, du chef d'entreprise moderne, du président moderne, de l'infirmière moderne, du pompier moderne, des migrants modernes et des prochains réfugiés climatiques, etc. Partie 2. Août. Un été paisible.
Jeudi 2 août. Saddam attaque le Koweït. Didier et Félix sortent un nouvel album titré « À toutes les filles que j'ai aimées avant ». Tac Farinas, le beau Michael Jackson algérois, chante Salamat. La lambada affole. Tracy chante Sorry et This Time avec un jeu de batterie parfait. Tracy chante Sorry et This Time avec un jeu de batterie parfait. La météo prévoit une journée moins caniculaire. Ce matin, je me suis offert un footing dès 5 heures du matin avec Ossine. Le 3 août. Hier, on a célébré l'Ashura. Dès 5 heures du matin avec Ossine. Le 3 août. Hier, on a célébré l'Ashura, une fête folklorique convertie en foire aux célibataires. On y danse, on y joue du tambour et de la flûte, on y chante, on y mange en invité honoré, et l'on y drague en famille. Cette foire, ce sont aussi des recommandations pour le repos. On déconseille aussi les activités manuelles comme coudre, moudre, fendre du bois et écrire, sous peine de trembler à la vieillesse. C'est aussi le 4e anniversaire de ma rencontre prometteuse avec Clara ou Carla, je n'avais pas saisi la bonne prononciation, au cours d'un festival international de musique. En tout cas, son père était le secrétaire de l'ambassadeur américain en Algérie. Je lui avais donné mon adresse postale. Jusque-là, il ne m'avait jamais écrit. Pourquoi n'avais-je pas exigé sa propre adresse, et je lui aurais écrit en anglais américain. Et si notre facteur et la poste algérienne avaient égaré son courrier? C'est de notoriété publique le fait que du courrier et des colis venus de l'étranger se perdent, volés par certains fonctionnaires non sérieux, loin de servir le citoyen. Je reste optimiste, elle finira par m'écrire. Le 5 août. Étant seule à la maison au calme, j'ai pu clore Terre des hommes, de l'écrivain voyageur, l'aviateur,